Au XVIIIe siècle, Mutsamudu était devenu le centre commercial de l'archipel et même du canal du Mozambique. Les Anjouanais étaient connus pour leurs activités de colportage sur les côtes d'Afrique et de Madagascar. De Madagascar et d'Afrique orientale, les marchands rapportaient essentiellement des piastres et des esclaves. Les Comores recevaient des individus destinés au renouvellement ou à l'accroissement de leur propre population servile. D'autres, parmi lesquels un bon nombre de jeunes filles destinées au harem, étaient dirigés sur l'Arabie et le golfe Persique. Vu du large, Mutsamudu avait belle apparence. Ses maisons blanches offraient une vision d'ordre et de netteté, et le dédale des Venelles venait confirmer cette impression de bourgade assez peuplée, avec son faubourg africain que représentait le quartier des paillotes d'esclaves. Pour les navigateurs, le premier Anjouanais qui apparaissait à bord, sortant de la mer et de la nuit et enjambant la Lys, était le général Martin. Ce titre fut porté, peut-être de père en fils, tout au long du XVIIIe siècle et pendant une bonne partie du XIXe par les pilotes de Mutsamudu. Quand Leguevel-Lacombe quitta l'île en 1828, la pirogue du général Martin chavira en heurtant la coque du navire et le pilote, un petit homme hilar, en fut quitte pour un bon bain avant de prendre ses fonctions. Le général Martin, qui avait conduit le navire en lieu sûr, était loin d'être à la cour d'Anjouan, un dignitaire de haut rang. Les visiteurs faisaient bientôt la connaissance de Lord Rodney, de Lord Buccleuch, du duc de Norfolk et même de son Altesse royale, le prince de Galles en personne. Depuis le début du siècle, les notables anjouanais se paraient ainsi, pour la plus grande joie des équipages, de titres empruntés à l'aristocratie anglaise. Beaucoup d'entre eux étaient revêtus à leur plus grande fierté d'uniformes de marins anglais, habits usagés et dépareillés, qui leur avaient été abandonnés en échange de quelques menus services. Ces seigneurs ne craignaient toutefois pas de déroger en exerçant les métiers de colporteurs, de blanchisseurs ou de marchands de fruits et de poulets. Beaucoup tenaient auberge et servaient des repas contre espèces sonnantes et trébuchantes. En général, un poulet à la crapaudine grillée et fortement pimenté, ou bien d'autres viandes en sauce, accompagnées de riz au curry et de toutes sortes de fruits. Mais le prix de ces mets était assez élevé, une piastre, et il était préférable de se munir de son couvert, car la nourriture était généralement servie sur une planche ou des feuilles de bananier. Le même ordinaire attendait les capitaines, leurs officiers et les visiteurs de marque lorsqu'ils étaient invités chez le gouverneur de la ville ou le fils du sultan, voire chez le prince lui-même. William Jones prit un repas fort agréable dans un pavillon des champs, propriété d'un membre de la famille royale. Les ressources alimentaires des Comoriens pauvres n'ont guère varié à ce jour. La noix de coco en formait la base, procurant même leur boisson aux grands Comoriens dépourvus d'eau. Le riz de montagne, mêlé, les autres cultures, mil, les fruits tropicaux constituaient des éléments essentiels. La nourriture carnée, volaille, bœuf ou chèvre, restait sans doute d'un usage exceptionnel, limité aux grandes festivités, heureusement assez fréquentes, telles le grand mariage et les réjouissances qui l'accompagnaient. Le séjour d'Anjouan était considéré comme assez agréable et n'inspirait nulle peur aux voyageurs. Le charme des Anjouanaises n'y était peut-être pas étranger. Les aristocrates anjouanais jouissaient en général de l'estime de leurs visiteurs européens. Ceux-ci rendent hommage à leur urbanité et à leur accortise, à la civilité de leur réception, au raffinement de leur manière de table. Beaucoup de ces princes avaient voyagé, en Arabie le plus souvent, en Inde quelquefois. D'aucuns s'étaient rendus à Mozambique ou aux Mascarenes. Leur conversation était meublée. Ils paraissaient montrer de l'intérêt pour les questions de politique européenne, de demander des nouvelles de Louis XV ou du roi George. Mais il n'en restait pas moins des négociants avisés, ne perdant point leurs intérêts de vue. Certains jeunes Anjouanais, désireux de voir le vaste monde, cherchaient à s'embarquer clandestinement sur les navires au mouillage. Ils y réussissaient parfois. C'est ainsi que le capitaine de l'Ajax en découvrait un, peu après avoir quitté Mutsamudu en 1767, et l'année suivante, son collègue du marquis de Castries en appréhendait deux. Ces voyageurs eurent ainsi le plaisir de connaître les prisons de Pondichéry, et l'on ne sait s'ils revirent leur île natale. Pour les jeunes gens de classe noble, le pèlerinage à la Mecque était,
la grande occasion de voyage. Il l'accomplissait généralement à bord de boutres locaux, et le voyage pouvait comporter de multiples péripéties et de nombreux excursus. S'appuyant sur les témoignages de Grose et de quelques autres, l'abbé Raynal évalue la population à 30 000 âmes, réparties entre les 3 villes et 73 villages. En 1844, le capitaine Sir John Marshall écrivait qu'il y avait 3 000 esclaves sur une population qu'il sous-estimait notoirement de 15 000 âmes. Les esclaves formaient un élément minoritaire de la population, de l'ordre du tiers ou du cinquième. Ces esclaves anjouanais et comoriens en général étaient répartis en 3 catégories entre lesquelles il existait probablement une certaine perméabilité. Il y avait les esclaves domestiques, servi familiares, les seuls que les visiteurs européens aient pu entrevoir. Jouissant de la confiance de leur maître, presque agrégés à sa famille, ils représentaient l'élite de la population servile. Peu nombreux, ils bénéficiaient souvent de mesures d'affranchissement à l'occasion des fêtes religieuses ou des célébrations familiales, des mariages et des naissances en particulier. Puis il y avait les captifs de case, des esclaves nés dans le pays et intégrés à la population anjouanaise. Soumis à un régime assez libéral, plus proche du métayage que du servage, ils vivaient dans des hameaux particuliers établis sur les domaines du maître, auxquels ils cédaient la moitié de leur récolte. Beaucoup d'entre eux ne devaient aux propriétaires que 3 jours de travail par semaine et pouvaient employer le reste du temps à cultiver leur jardin personnel. Tout au bas de l'échelle se trouvaient les esclaves maquois, amenés depuis peu de la côte d'Afrique. Leur méconnaissance de la langue locale et surtout leur ignorance religieuse les exposaient au mépris des autres catégories de la population. Il n'est pas étonnant que le terme de maquois soit rapidement devenu péjoratif et que tous ceux auxquels il était appliqué aient refusé cette appellation. Les esclaves domestiques auraient pu être au nombre de 1500 sur l'île d'Anjouan en 1882. Les autres habitants de l'île d'Anjouan étaient les gens libres, paysans et pêcheurs, 2 catégories qui ne s'appréciaient guère. Enfin, évoquons le groupe des Wamatsaha. Les Européens les appellent les Bushmen. C'étaient de très anciens occupants du pays, refoulés dans d'étranges villages de montagne, à 400 mètres et plus d'altitude. Ils ont subi une notable influence malayo-polynésienne et présentent de nettes affinités avec certains peuples résiduels d'Afrique du Sud. Comme ces derniers, ils sont farouchement restés en dehors de la servitude. La démarcation des 2 races est aussi tranchée moralement que physiquement, et le peuple conquis n'a pas encore pardonné à ses conquérants, selon l'ouvrage d'Eugène de Froberville. Selon l'administrateur en chef Astor, dans son rapport d'ensemble sur la situation de l'archipel en 1910, je cite, « On peut, sans crainte d'être contredit, affirmer que le Matsaha, l'autochtone, est bien resté l'homme du buisson, entre guillemets, ainsi que le définit le qualificatif de, entre guillemets, bushman qui lui a été appliqué. » Fermez la citation. Fin de la citation. Holmwood considère les Bushmen 8 à 10 000 comme un peuple intelligent, travailleur et sobre. Les ethnologues admettent généralement que les Wamatsaha ne présentent pas d'individualité caractérisée par rapport au reste du peuplement de l'île. Leur parler, le chiconi entre guillemets, ne serait qu'une variante de la langue anjouanaise. Comment les Comoriens étaient-ils vêtus ? Les pauvres gens se ceignaient les reins d'une espèce de pagne en tissu grossier qui leur couvrait à peine les parties honteuses. Les pagnes en fibre de cocotier paraissent avoir été d'un usage fort courant. Les habitants des villages de montagne se contentaient, sans doute, d'effets plus rudimentaires encore, en écorce ou en feuilles de cocotier. À Moutsamoudou et dans les autres villes, les aristocrates s'habillaient, selon la tradition du monde musulman, à la manière des Turcs, disent à tort certains voyageurs. Les étoffes étaient le plus souvent importées, mais Anjouanais et Grands Comoriens cultivaient déjà le coton qu'ils filaient au moyen de quenouilles en terre cuite, dredje, et tissaient sur des cadres rudimentaires. Cette production textile était assez grossière cependant. Les nobles revêtaient des chemises à manches, kanzu, et le plus souvent une veste plus ou moins légère, quelquefois brodée, tombant sur un caleçon, c'est-à-dire un pantalon léger et bouffant. Seuls quelques dignitaires arboraient le turban, qui paraît avoir été l'insigne de fonctions importantes. Il n'en avait pas toujours été ainsi puisque, dans la population de Moélie, au XVIIe siècle, ce chef paraît avoir été fort répandu. Les dames de l'aristocratie portaient,
une espèce de robe de chambre tombant sur une jupe courte. Elle ne sortait que voilée, et encore rarement, avant la tombée de la nuit, et se déplaçait dans un tintinabulement de colliers, de bracelets, de bagues et de chaînes. Les enfants restaient nus jusqu'à l'âge de 7 ans. La population de l'archipel professait dans son ensemble l'islam orthodoxe selon le rite chaféite. L'ibadisme présent à Zanzibar ne paraît pas s'être implanté durablement. L'ismaélisme fut toujours limité à quelques familles de marchands indiens bagnants déjà installés à Mutsamudu à la fin du XVIIIe siècle. Des sources nous apprennent que le culte était régulièrement célébré à la grande mosquée de Mutsamudu devant une assistance importante. Le prince Saïd Mohamed déclarait aimer les chrétiens mais méprisait les juifs. Il détestait les puissances chrétiennes de la région, les Portugais de Mozambique et le Négus d'Abyssinie, mais parlait du Christ avec respect. Le vieux prince alaoui entama une controverse théologique, d'ailleurs courtoise, avec William Jones. Ce notable et son entourage furent désolés d'entendre leur hôte leur parler des revers de la puissance ottomane en Europe. Invités à bord des navires, le sultan Saïd Ahmed et sa suite refusaient toute boisson alcoolisée. Ils acceptaient de prendre le café et quelquefois de manger du poulet, à condition que le volatile eût été égorgé selon les rites par un musulman. En 1774, le gouverneur alaoui offrit à des naufragés des liqueurs qui lui avaient été données en présent, mais que les principes de l'islam lui interdisaient de consommer. Tous ces dignitaires observaient les diverses prières de la journée qui constituaient même un prétexte courtois pour mettre fin aux entretiens. Le jeûne du mois de Ramadan était observé avec rigueur. Le sultan Saïd Ahmed avait accompli au moins une fois le pèlerinage au cours de son règne. La plupart des aristocrates s'étaient également rendus à la Mecque, en général, pendant leur jeunesse. Des écoles coraniques fonctionnaient dans les villes et les centres les plus importants. Quelques érudits, imams et cadis pour la plupart, avaient étudié à Zanzibar, mais très rares étaient ceux qui avaient suivi le cursus classique des études islamiques. Zanzibar, Mascate, El-Azhar, Médine. Les cadis avec qui William Jones s'entretint en 1784 parurent peu désireux de voir les ouvrages arabes qu'il possédait et encore moins de les déchiffrer. Paradoxalement, bien que le processus d'arabisation fût de tout temps plus avancé qu'à la Grande Comore, le rayonnement intellectuel et spirituel d'Anjouan ne paraît pas avoir égalé celui de l'île voisine, pourtant islamisée par des Anjouanais. L'activité commerciale nuit sans doute à la spéculation religieuse. Divers traités de navigation furent unanimes à recommander l'escale d'Anjouan à tous les capitaines qui, après avoir doublé le cap de Bonne-Espérance, faisaient route sur les Indes en droiture, c'est-à-dire par la voie du canal de Mozambique. La sécurité du mouillage, l'abondance des provisions et la salubrité du climat ne pouvaient que justifier ce choix. Dans la seconde moitié du siècle, cette route connut cependant une certaine désaffection, conséquence du développement des mascareignes et des belles possibilités de ravitaillement et de services divers offerts par le port Louis. Nous dénombrons 22 escales à Anjouan pour la seule période allant de 1727 à 1735. Nous avons pu en recenser 15 autres jusqu'en 1769. Un déclin donc, mais point un abandon, d'autant plus que ce chiffre est loin d'être exhaustif. En ce XVIIIe siècle, les insulaires avaient pleinement accédé à l'économie monétaire. La pratique des échanges en nature était réduite à peu de choses et le temps n'était plus où les capitaines pouvaient se procurer un grand nombre de bœufs pour une main de papier, un vieux cercle de barriques ou quelques objets de verroterie. Les paiements se faisaient en pièces d'argent. La piastre d'Espagne paraît avoir été d'un usage fort courant. On la coupait parfois en quarts ou en moitié. Le thaler de Marie-Thérèse, à l'effigie de cette femme maflue, monnaie universellement utilisée sur la côte orientale d'Afrique et dans les pays de la Corne, était également accepté pour une valeur égale à celle de la piastre. Le troc n'avait pas totalement disparu. Poudre et armes à feu, couteaux, papier blanc pouvaient être échangés contre des poulets, des fruits ou des légumes.
Les navigateurs pouvaient par ce moyen se débarrasser de vieux outils de fer rouillés ou réformés qui encombraient le navire. Un détail qui indique que le travail du fer était connu dans l'archipel. Il y avait des forgerons à Mutsamudu et aussi quelques orfèvres, mais les bijoux qu'ils fabriquaient n'émerveillaient pas les visiteurs par leur finesse.